bonjour à vous pour cette conférence débat. Je ne sais même plus à la combien on est. Donc, juste un petit rappel de qu'est-ce que sont les conférences débats. Donc, les conférences débats sont organisées par l'Université Claude Bernard dans un but d'information scientifique autant que possible, mais aussi à destination de ces personnels et du grand public qui peut venir librement assister à ces conférences débats. On a toujours un certain nombre d'invités qui vont tour à tour vous donner leur champ d'investigation, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire. Et puis, dès qu'on aura fait un premier tour de table où ils vont vous faire une présentation succincte, eh bien, il y aura la deuxième partie qui est instaurer un débat. Donc, j'ai le rôle d'animateur, modérateur vis-à-vis de ce débat. Donc, voilà, forcément, ça peut être un rôle très agréable et ça l'a été jusqu'à présent. Il n'y a pas de raison que ça change pour que les débats soient sereins, sincères, honnêtes. Et voilà, après, il n'y a pas de souci particulier. On a déjà abordé d'autres thèmes, entre guillemets, polémiques. Il n'y a pas de raison que l'information ne circule pas. Et c'est notre objet aujourd'hui, tout à fait de manière transparente. Donc, ces conférences débats sont organisées par le Service commun de documentation, dont Raphaël Batz est notre représentante aujourd'hui. Et donc, elles se déroulaient alternativement sur le campus de santé, ici, et sur le campus de sciences à Ladoix. La bibliothèque de Ladoix étant en travaux, mais rouvrira bientôt. Donc, on reprendra notre alternance dès que ces travaux auront été terminés, la rentrée prochaine, sans doute. Peut-être même un petit peu après. Enfin, vous savez, les travaux, c'est toujours délicat. C'est pas aussi simple à gérer qu'une conférence scientifique. Encore que, voilà, la rentrée officielle, on verra bien. Donc, bienvenue en tous les cas pour cette nouvelle conférence débat. Alors, le sujet, vous l'avez lu. J'imagine que vous êtes au courant puisque vous êtes là. Je vais donner tour à tour la parole à nos intervenants, à commencer par Noël Buret, qui est enseignant-chercheur à l'Université Claude Bernard et qui va nous donner son premier point de vue, se présenter, puis ensuite on continuera. Bonne conférence débat à vous et à tout de suite. Bien, bonjour à tous. Vous m'entendez, c'est bon? Oui. Je voulais tout d'abord me présenter. Je suis professeur de génie électrique. On va remonter le micro près de vous. Attendez, je vais le prendre, comme ça vous ne voyez pas, mais moi je vois. Hop là, essayez. Est-ce que vous m'entendez mieux là? C'est bon ou pas? Comment il marche? C'est bon? Voilà. Restez comme ça, sinon ouais. Je vais vous donner le micro. Sinon je prends le micro, c'est pareil. Là ça y est, ça commence à voilà, venir. c'est mieux. Bien, alors donc bonjour à tous. Je voulais d'abord me présenter. Je suis professeur de génie électrique à l'Université Claude Bernard et je fais partie d'un laboratoire Ampère qui travaille, comme son nom l'indique, sur des dispositifs, des systèmes du génie électrique qui font partie pour certains de votre environnement quotidien. Mais nous avons également une activité centrée autour de ce qu'on appelle la dosimétrie numérique, c'est-à-dire le calcul des phénomènes induits dans le corps humain par des champs électromagnétiques. Et notre activité est plutôt liée à la basse et la moyenne fréquence. Alors, ceci m'amène à vous parler du sujet aujourd'hui et tout de suite de prendre quelques précautions. On est en plein Grenelle des ondes, donc on n'entend parler que d'antennes et de téléphones. La réalité, c'est qu'il n'y a pas que ça qui met en jeu des ondes électromagnétiques. Quotidiennement, on est exposé, quand on utilise des dispositifs qui mettent en jeu le courant électrique, on est exposé à des degrés divers, à des champs électromagnétiques. Nous, on parle de champs magnétiques ou de champs électriques. Ça, c'est plutôt le domaine des basses fréquences, ou le domaine de la téléphonie, où on parle plutôt d'ondes électromagnétiques. Alors, à partir du moment où vous utilisez l'électricité, l'électromagnétisme est la base même du fonctionnement des dispositifs concernés. Et donc, ces dispositifs peuvent éventuellement, à des degrés divers, donc, rayonner des champs électromagnétiques dans leur voisinage. Donc ça, c'est un préambule important qu'il convient de souligner. Alors, si je prends quelques exemples autour de vous,
pour être concret, de votre vie de tous les jours, bien sûr, il y a le téléphone. Alors, vous savez que ça fonctionne, enfin, vous avez entendu les chiffres sur les fréquences, puisque ça va être un des paramètres qui va faire la différence entre tous ces dispositifs. La fréquence des téléphones, on va dire pour simplifier, elle est de l'ordre du gigahertz, c'est-à-dire 10 puissance 9 Hertz. A l'inverse, quand vous utilisez un système électrique traditionnel dans votre cuisine, vous êtes connecté sur le réseau, et là, on fonctionne à des basses fréquences ou extrêmement basses fréquences, c'est-à-dire 50 Hertz. Et puis au milieu de tout ça, vous avez tout un tas de dispositifs qui ont petit à petit pris leur ampleur. Prenez par exemple une plaque à induction, elle fonctionne à 20 kHz. Les fameuses lampes fluocompactes fonctionnent également dans des fréquences équivalentes. Donc si on cherche bien autour de nous, on est environné de dispositifs électromagnétiques et la principale différence se situe donc au niveau notamment des fréquences. La deuxième différence, c'est au niveau de la distance d'utilisation. Aujourd'hui, on va parler d'exposition à des champs électromagnétiques. Dans l'absolu, ça ne veut strictement rien dire. À l'origine, il y a toujours une source qui émet quelque chose. Et la première question qu'il faut se poser, c'est comment on est positionné, à quelle distance se situe-t-on de cette source. Les chiffres n'ont de sens que si on précise à quelle distance on est placé et quelle est l'utilisation habituelle de l'appareil. Alors un exemple tout de suite, quand on parle, je vais prendre d'un mauvais exemple, le rasoir électrique. Eh bien le rasoir électrique, c'est un système qui est reconnu comme étant fortement rayonnant, tout simplement parce qu'il est utilisé à très courte distance, à quelques centimètres. A l'inverse, vous comprenez bien qu'une lampe, on va dire qu'elle rayonne d'une certaine manière, mais cette lampe, on ne va pas avoir le visage collé contre. On va être au minimum à une trentaine de centimètres. Votre télévision, pour prendre un autre exemple, vous n'allez pas la regarder à 50 centimètres, quoique on peut discuter s'il s'agit d'un écran de petite taille. Donc le deuxième paramètre qui est très important quand on parle d'exposition au champ électromagnétique, c'est la notion de distance. C'est la même chose dans le domaine des ondes. On vous parle d'antennes. Les antennes, elles ont ce qu'on appelle des lobes de rayonnement, c'est-à-dire des zones, des directions privilégiées vers lesquelles où le champ est plus intense, mais ce champ, il faut savoir, qu'il varie également en fonction de la distance. Et pour résumer, on va dire qu'il décroît très rapidement, au minimum, on dit en inverse de la distance. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, ces deux notions, fréquence et donc distance. Alors, comment peut-on résumer la notion d'effet des champs électromagnétiques? Donc il y a plusieurs types d'effets, et je suis sûr que vous allez être déçus par ce que je vais vous dire, en tout cas la première affirmation. Il y a ce qui fait l'objet de débats, de beaucoup de débats, les effets biologiques à long terme. Alors là, je ne vais quasiment rien vous dire, je ne vais pas prendre position, je n'en ai pas les moyens, je vais simplement dire que les effets dits à long terme, c'est-à-dire les effets, par exemple, cancérogènes, eh bien à l'heure actuelle, les résultats sont, on n'arrive pas à conclure. Les résultats sont controversés, contradictoires, et c'est tout le débat actuellement. Ça, c'est le premier type d'effet. Le deuxième type, c'est les effets dits à court terme, c'est-à-dire des effets qui sont à conséquences immédiates. Alors, deux catégories, et ça va dépendre justement de la fréquence, le paramètre que je vous ai donné au début. Lorsque vous êtes exposé à un champ électromagnétique, un champ magnétique ou un champ électrique en basse fréquence, eh bien, en vertu d'une certaine loi de l'électromagnétisme, c'est la fameuse loi de Faraday, eh bien, on peut montrer que l'application de ce champ se traduit par des courants électriques qui sont induits dans l'organisme. Donc, c'est cette notion-là qu'on va utiliser en basse fréquence. On va dire que si ces courants induits sans contact dans l'organisme dépassent une certaine valeur, eh bien, ils peuvent perturber d'autres courants électriques qui existent au sein de votre organisme, c'est-à-dire les influx nerveux. Et dans des situations extrêmes, qui n'existent pas dans la réalité, c'est-à-dire en présence de très forts champs, eh bien, ça peut conduire à des niveaux tels que l'on arrive à des courants qui provoquent, au pire, la fibrillation ventriculaire. Mais là, on est vraiment dans des situations extrêmes que l'on ne rencontre pas dans la vie de tous les jours. La deuxième notion, c'est la notion liée à la haute fréquence qui est utilisée en téléphonie mobile, c'est-à-dire la notion d'échauffement. On admet qu'une onde électromagnétique provoque
dans des tissus humains un certain échauffement, et tant que cet échauffement ne dépasse pas une certaine valeur, le processus de thermorégulation du corps humain fait son travail, c'est-à-dire qu'il vous empêche de monter en température. Au-delà d'une certaine quantité, eh bien, cette température va commencer à augmenter. Donc, la notion d'effet à court terme est basée sur ces deux notions. Et c'est important parce que c'est à partir de là que se sont développées les réglementations et ce que je vais appeler, pour simplifier, les normes. Okay, donc faites bien la différence entre les effets dits à long terme, sur lesquels on n'a pas de réponse, et les effets à court terme qui servent pour la réglementation. Troisième type d'effet que je mets à part, c'est les effets sur les porteurs d'implants actifs, par exemple les stimulateurs cardiaques. Alors là, c'est quelque chose que l'on ne traitera pas, puisque ça relève d'un problème de perturbation d'appareils électroniques par une onde électromagnétique. Ça, c'est quasiment un autre domaine, c'est celui de la compatibilité électromagnétique. Voilà, donc très rapidement, les effets. Et moi, je vais plus me centraliser. Maintenant, pour vous parler de réglementation, il faudra que je fasse attention à mon timing, parce que je vais vite déborder. Donc, je vais me polariser ou me centraliser sur la notion d'effet à court terme, et donc vous parler un tout petit peu de réglementation. Alors, la réglementation, c'est toujours quelque chose de très compliqué. Elle s'est mise en place, on peut dire, grosso modo en 1999, avec les recommandations de l'ICNIRP, c'est-à-dire que sur la base d'un certain nombre d'études scientifiques, il a été défini des niveaux maximum à ne pas dépasser. Alors je vous rassure tout de suite, c'est pas ces niveaux, quels qu'ils soient, ce n'est pas parce qu'on dépasse de 1% qu'il va se passer quelque chose. Non, ces niveaux ont été calculés à partir d'effets avérés, les fameux effets à court terme, moyennant tout un tas de coefficients de sécurité. Donc ces niveaux sont nettement plus bas que la réalité. Alors au départ, ces niveaux concernent les phénomènes dits induits dans le corps, c'est-à-dire la notion, rappelez-vous, en basse fréquence de courant électrique, et en moyenne et haute fréquence, la notion d'échauffement. Alors il y a un terme pour désigner ça, c'est le DAS ou le SAR, dont on parle de plus en plus. On en parle puisqu'on le voit maintenant sur un certain nombre de téléphones, dans les notices, sur les boîtes, voire même sur des publicités. Voilà, donc il y a ces deux notions qui sont sorties, c'est-à-dire qu'il y a eu des chiffres limites qui ont été élaborés. On n'est pas là pour discuter, enfin en tout cas en ce qui me concerne, sur le niveau de ces chiffres en tant que tels. Encore une fois, ça résulte d'un certain nombre d'études qui ont été faites à un moment donné. Ça, c'est le premier point de repère, mais j'ai oublié de vous dire que ces chiffres concernent des données qui, a priori, au départ, ne sont pas mesurables. On ne sait pas mesurer, ou très difficilement, des phénomènes induits dans le corps humain. Vous comprenez bien que ça ne va pas être très simple. Donc, pour simplifier la problématique de la normalisation, il a été créé une deuxième catégorie de grandeur. Ce sont des grandeurs dites mesurables, c'est-à-dire tout simplement les fameux champs en tant que tels. C'est champ magnétique, champ électrique. Donc actuellement, il existe un certain nombre de chiffres. Ces chiffres dépendent de la fréquence, vous vous souvenez, ma première remarque. Ils dépendent également, enfin ils ne sont valables que dans certaines gammes de fréquences. Quand on parle de basse et de moyenne fréquence, on va plutôt utiliser des courants induits, la notion de courant induit. Quand on parle de haute fréquence et aussi de moyenne fréquence, on peut utiliser la notion d'échauffement qui se cache derrière ce fameux coefficient qui est le DAS, le débit d'absorption spécifique en français, ou son équivalent en anglais, le SAR. Voilà. Donc, la question est, à l'heure actuelle, quand on cherche à vérifier la conformité d'une exposition, savoir, je ne vais pas utiliser ce mot, si on risque quelque chose ou pas, non, c'est savoir si on est conforme à des chiffres qui existent actuellement, eh bien on va vérifier d'abord en priorité ce qui est le plus facile, c'est-à-dire la notion de champ. Il existe un certain nombre d'appareils, je dis bien d'appareils de mesure et non pas de gadgets, parce que sur le marché, c'est aussi ça qui est disponible, et il y a des petits produits qui mesurent n'importe quoi. Donc la mesure de champ, il ne faut pas s'en cacher, c'est quelque chose de coûteux,
Et c'est un point qu'il convient de signaler. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Donc cette notion de champ est donc mesurée et mesurable, et c'est le premier paramètre qui sert de repère pour savoir si on est conforme ou non à une réglementation. Alors pour finir sur la réglementation, je vous disais que le point de départ c'est en 1999 avec les recommandations de l'ICNIRP qui concernaient le grand public et les travailleurs. Les choses devaient évoluer au niveau professionnel puisqu'en 2004 il y a eu la directive européenne qui cette fois devait imposer des chiffres limites, mais uniquement pour les travailleurs. Et ces chiffres devaient être transposés au niveau des États membres dans un délai de 4 ans. En fait, au bout de 4 ans, un certain nombre d'États ont pris des dispositions, ont adopté des chiffres correspondant à la réglementation, à la recommandation, voire même ont adopté des chiffres de plus en plus faibles pour certains. Voilà où on en est actuellement. Sauf que, je vous disais, on devait passer dans un côté réglementaire plus précis, c'est-à-dire l'échéance, vous avez entendu, 2004 plus 4 ans égale 2008, sauf qu'en 2008, la réglementation européenne, la directive a été reportée. Voilà, donc on en est là, mais pour conclure, je dirais simplement que même si, d'un point de vue professionnel, la directive, c'est-à-dire qui impose aux États des chiffres maximum, eh bien, même si elle n'est pas passée, c'est rentré dans les mœurs. C'est-à-dire que tout le monde est interpellé par ces chiffres et essaye de se cadrer aussi bien au niveau professionnel qu'au niveau grand public. Voilà, j'arrête là. Merci, merci, merci. Alors, juste... Bien, ensuite, alors, je vais donner la parole maintenant à Martine Ours, qui est chargée de recherche à l'INRETS et qui va aborder un autre point de vue, je dirais peut-être un peu plus sur qu'est-ce qui peut nous arriver, peut-être. Voilà. Bon, bonjour à tous, oui, on m'entend. Donc effectivement, je vais aussi commencer par me présenter. Donc Martine Ours, je suis médecin de santé publique, médecin de médecine du travail et épidémiologiste, et je travaille dans une unité de recherche épidémiologique qui est mixte entre l'Université Claude Bernard, nous avons des locaux à ce niveau-là un peu plus loin, et l'INRETS, et donc moi je suis localisée un peu dans les deux endroits, suivant si je travaille sur les champs électromagnétiques, je travaille ici, si je travaille sur les accidents, je travaille à l'INRETS, donc j'ai deux casquettes. Et donc je parlerai ici, je vais un peu aborder l'épidémiologie en fait, l'épidémiologie dans le domaine des champs électromagnétiques, parce qu'il y a là aussi, puisque une des questions qui nous était posée c'était les difficultés méthodologiques, je trouve que c'est là que c'est intéressant de discuter. Justement, pourquoi est-ce que peut-être entre scientifiques on a du mal à se mettre d'accord? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de débats? Pourquoi il y a des controverses? C'est essentiellement lié à des difficultés méthodologiques. Et donc, je vous apporterai quelques éléments méthodologiques. Alors, dans un premier temps, pour nous, épidémiologistes, il y a d'une part une exposition. Ce qui nous intéresse, c'est l'exposition des personnes individuelles et non pas une exposition en l'air, un niveau mesuré à tel coin de rue, etc. C'est vraiment ce que vit la personne. De l'autre côté, il y a des troubles de santé. Donc, il faut caractériser l'exposition, caractériser les troubles de santé, caractériser la relation, et là, ce sera une relation statistique. Ensuite, en épidémiologie, on est en observation, on ne peut pas mettre les gens dans des bocaux, donc on ne contrôle pas les conditions d'exposition ni les conditions d'observation. Et donc, il y a de la variabilité, il y a des biais, ce qu'on appelle des biais de sélection d'informations. Donc, il faut analyser nos biais, et ensuite, seulement, on pourra dire est-ce qu'il y a une relation de causalité entre l'exposition et les faits. Donc, vous voyez que l'épidémiologie est quand même une démarche, est tout à fait une démarche scientifique qui ne peut pas se résumer simplement à produire un résultat statistique. Alors, très rapidement, je vais voir ces différents points et je parlerai un petit peu, bien sûr, champ électromagnétique à chaque fois. Donc, on nous a parlé dans cette séance essentiellement de Wi-Fi. Donc, le problème de la Wi-Fi, c'est qu'il y a eu peu d'études pour l'instant. Et donc, chaque fois qu'on parlera Wi-Fi en recherche médicale, on va être obligé de se référer à autre chose, c'est-à-dire à un autre champ, à une autre bande de fréquences, et on prendra celles pour lesquelles il y a le plus de résultats, c'est-à-dire plutôt les 900
MHz ou les 1800 MHz, où il y a eu plus d'études que pour le 2400. Toujours la Wi-Fi fonctionnant aux alentours de 2400 MHz. Toujours est-il qu'il faut caractériser cette mesure, et on a parlé de dosimétrie, je n'en reparlerai pas. Je vais attirer simplement l'attention sur 2-3 points qui sont importants pour nous. Premièrement, effectivement, comme l'a dit Noël Buret, l'exposition diminue quand on s'éloigne de la source. Et donc un corollaire évident, c'est que c'est toujours la source la plus proche de nous qui va avoir tendance à nous exposer le plus. Et c'est une des raisons qui fait que dans toutes les études, on s'est d'abord focalisé sur le téléphone mobile parce que c'est celui qui est le plus proche de nous, le plus proche qu'on a utilisé longtemps sans prendre de précautions, je dirais, en termes de kit main libre, etc. Donc c'est celui qui était le plus proche de nous et un certain nombre de mesures, j'ai des transparents qui peuvent montrer. Le téléphone, effectivement, est la source qui, a priori, nous expose le plus dans les gammes de puissance observées dans l'environnement, j'entends. Si on mettait des puissances plus importantes, il y aurait peut-être d'autres sources plus importantes. Toujours est-il que dans ce qu'on connaît dans notre environnement, notre première exposition, c'est le téléphone mobile. Et la Wi-Fi est finalement relativement rapidement là, puisqu'elle n'est pas si loin que ça de nous. Elle peut être sur notre bureau, si on a la source sur notre bureau. Elle peut être sur un mur. Mais il faut savoir cette notion de distance, dès qu'on s'éloigne un peu, tout de suite, on diminue notre exposition. Ce qui est important, c'est que quand on travaille, quand on va au travail, à la maison, etc., on n'est jamais à un point fixe, sauf si on travaille à un endroit bien précis pendant 5, 6, 7 heures d'affilée. Et donc, là, il faut vraiment intégrer cette notion que dans la journée, on passe par des endroits sans exposition, des endroits un peu plus exposés, et ce qui pose problème en épidémiologie et auquel on s'intéresse, c'est finalement quelle est la dose qui est intéressante pour travailler sur les effets. Est-ce que c'est le maximum rencontré dans la vie, la dose maximum rencontrée? Est-ce que c'est la dose moyenne rencontrée dans la vie? Est-ce que c'est la dose qui dépasse un certain seuil? En dessous d'un certain seuil, il n'y a pas d'effet. Au-dessus d'un certain seuil, si on dépasse ces seuils, il y aurait des effets. Ou est-ce que finalement, c'est la dose cumulée? Et dans ce cas-là, la moindre petite dose qui s'ajoute jour après jour tout au long de la vie va avoir un rôle important. Et le problème principal dans nos domaines de santé, c'est que pour l'instant, on ne sait absolument pas la métrique qu'il faut utiliser parce qu'on ne connaît pas les mécanismes physiologiques, physiopathologiques, c'est-à-dire la façon dont les champs électromagnétiques, Noël vous en a parlé, la façon, on a des idées, il y a quelques études, mais on ne sait pas exactement les mécanismes. Donc, on a du mal à choisir la métrique qui va être utilisée. Souvent, on a utilisé dans les études épidémiologiques, il faut savoir que l'épidémiologie, elle s'améliore au fur et à mesure des choses. Au départ, quand on débroussaille un sujet, on commence avec des indicateurs très frustres, très globaux, et en particulier, beaucoup d'études ont utilisé la distance par rapport à la source, parce qu'on vous a dit qu'on diminue notre exposition quand on s'éloigne, et donc c'était un indicateur pratique. J'habite à 150 mètres d'une station de base, j'habite à 2 km, ou bien je téléphone avec mon téléphone directement à l'oreille ou avec un kit main libre. Donc, l'épidémiologie a beaucoup utilisé cet indicateur tant qu'on n'avait pas de moyens de mesurer la dose. Actuellement, sortent sur le marché des dosimètres individuels qui, pour nous, sont très intéressants, qu'il faut encore améliorer parce qu'ils ont encore des problèmes ils ne reflètent pas complètement la réalité, mais ils hiérarchisent quand même assez bien les risques. Et donc, à Lyon, on a participé à une étude où on a fait, et il y a peut-être des gens d'ailleurs dans la salle qui ont porté un dosimètre, où sur Lyon, on avait 220 personnes qui ont porté un dosimètre pendant 24 heures, pour certains, une semaine pour d'autres, et on a regardé un petit peu quelle était leur exposition quotidienne ou hebdomadaire à 13 bandes de fréquences, dont le téléphone mobile, la Wi-Fi. Et donc, j'ai quelques schémas là pour vous montrer un petit peu comment s'organise la Wi-Fi par rapport aux autres expositions. Deuxième point important, effets de santé. Le problème, c'est, premièrement, sachons définir ce qu'on appelle par les effets de santé. Alors, il y a un effet de santé qui est relativement simple, c'est le cancer. On sait définir qu'est-ce que c'est qu'un cancer. Quoi ? Je vois M. Martin qui... Ah, bon Martin. Qui réagit. Disons, une fois que les médecins, les cliniciens ont dit cette personne souffre d'un cancer, on peut dire est-ce que ça rentre dans notre champ d'études et on va pouvoir travailler. Ça devient beaucoup plus compliqué quand on parle des effets, par exemple, dits de l'hypersensibilité au champ électromagnétique, parce que c'est quelque chose de beaucoup moins systématisé.
l'hypersensibilité électromagnétique, suivant les publications, vous avez un certain nombre d'associations de symptômes plus ou moins définis. Dans tous les cas, ce sont des symptômes dits aspécifiques, maux de tête, troubles du sommeil, baisse de la libido, par exemple, tout symptôme que l'on peut retrouver dans des tas de maladies. Il y a beaucoup de maladies qui se traduisent par ce type de symptômes. Et il n'y a pas de spécificité vraiment effective de ce syndrome. Et donc se pose la question, notamment dans le stress, on dit ce sont des symptômes de stress. Et la polémique, elle est beaucoup là autour de la définition de ce syndrome. Est-ce simplement du stress? Et l'OMS a clairement dit l'hypersensibilité aux ondes électromagnétiques est une pathologie du stress. Et il faut bien le reconnaître que dans un grand nombre de cas, c'est le cas. Mais on peut se poser la question aussi, est-ce qu'il n'y a pas un vrai abaissement de sensibilité de certaines personnes? On sait très bien que certaines personnes, par exemple, sentent des odeurs à des niveaux plus bas que la moyenne. Pourquoi certaines personnes ne sentiraient-elles pas des champs électromagnétiques à des niveaux plus bas que la moyenne? Ça, c'est Alors, du côté des odeurs, on va dire qu'ils ont la chance, ce sont des nez, ils vont pouvoir détecter des choses, les grands nez, c'est positif. Peut-être que dans les champs électromagnétiques se pose cette question-là aussi, d'une sensibilité abaissée. Et puis, il y a la notion d'une vraie hypersensibilité au sens allergie. Est-ce qu'il n'y aurait pas des personnes qui, au fur et à mesure de l'exposition, ne font pas une symptomatologie qui s'exacerbe au cours du temps? Et le problème, c'est qu'actuellement, on ne sait pas différencier, au milieu de ces trois possibilités, quel est le pourcentage, d'abord si les trois sont réels, si les trois possibilités existent vraiment, et quel est le pourcentage de personnes dans chacune des catégories. Et ça a compliqué complètement, ça explique pourquoi les données sur l'hypersensibilité sont aussi variées, sont difficiles à interpréter et assez variées quand même. Quatrième point, la relation statistique, c'est-à-dire qu'on va mettre en relation une dose avec un effet. Et là, c'est toute la qualité de l'analyse statistique qui va entrer en compte. Alors là, il y a beaucoup de gens qui savent bien faire des statistiques. Le problème, c'est que c'est la façon dont on les interprète. Et par exemple, il y a une chose qu'il faut quand même savoir, c'est que corrélation ne veut pas dire relation causale. Ce n'est pas parce que deux choses varient en même temps, dans le même sens, ce n'est pas parce que plus on est exposé, je ne sais pas, à des champs électromagnétiques, qu'on a, je ne sais pas quelle pathologie, que c'est forcément relation causale. Peut-être que ça cache simplement autre chose qui est cachée derrière cette relation. Donc toute l'analyse va être de vérifier cette relation causale qui vient après. Simplement, on a eu récemment dans la presse Le Progrès, il n'y a pas si longtemps, quelqu'un qui disait il y a beaucoup de tumeurs au cerveau qui arrivent au centre Léon Bérard, et ces tumeurs au cerveau, quand on interroge, de plus en plus d'enfants sont proches d'une antenne de station de base. C'est peut-être simplement que ça reflète le fait qu'il y a des stations de base partout et que maintenant tout le monde a une station de base dans son environnement, et non pas que c'est une relation. Hein? Vous comprenez la notion de corrélation. C'est peut-être parce que simplement l'exposition est plus importante qu'on fait la relation entre deux choses qui ne sont pas peut-être reliées. Je reviendrai sur cette question après. Et puis il y a une phase très importante en épidémiologie, c'est l'analyse des biais. Et là aussi, ça vous explique pourquoi tout le débat scientifique, notamment entre épidémiologistes, est très vif, très, très sévère, je dirais même. Parce qu'en épidémiologie, on ne peut pas mettre les gens, comme je le disais, en bocaux et contrôler toutes les situations d'exposition et d'analyse. Et donc, on est obligé d'observer les gens dans la vraie vie, notamment quand on fait de l'épidémiologie. Vous avez le droit de refuser de participer à une étude épidémiologique. Ça veut dire que si vous refusez, vous n'allez pas être pris en compte. Mais peut-être que vous avez des bonnes raisons de refuser de participer à cette étude. Peut-être que vous avez peur parce que vous savez que vous êtes exposé au téléphone mobile et donc vous ne voulez surtout pas savoir la vérité. Vous faites l'autruche et donc vous refusez de participer. Mais si tout le monde ne fait pas comme vous, ça veut dire qu'on aura moins de gens qui utilisent le téléphone mobile dans l'étude. Inversement, c'est peut-être les personnes de catégories socio-professionnelles moins élevées qui ont peur de ces scientifiques qui vont leur demander des choses, qui ont refusé de participer à l'étude. Et justement, ce sont ceux qui n'utilisent pas le téléphone mobile. Et là aussi, on a un biais. Donc, toute la qualité de l'épidémiologie, ça va être de la maîtrise de ces biais. Où est-ce qu'ils sont, mes biais, et comment je les prends en compte dans l'analyse, comment je les maîtrise, comment j'ai fait un dessin une méthodologie correcte pour prendre en compte ces biais. Donc ça, c'est le biais de sélection, mais vous avez aussi un biais d'information.
On sait très bien en épidémiologie qu'une personne qui est malade a plus tendance à rechercher les causes de sa maladie et donc à se souvenir de ce qu'elle a fait dans sa vie qu'une personne qui n'est pas malade. Et donc, il peut y avoir un biais, ce qu'on appelle le biais d'information. Ceux qui seront malades penseront plus souvent qu'ils ont utilisé le téléphone que ceux qui ne sont pas malades. Donc, biais d'information. Et puis, il y a la variabilité statistique normale, aléatoire. Quand on tire 100 billes d'un sac de 100 000 billes, eh ben, vous faites 10 fois l'expérience, 10 fois, vous n'aurez pas les mêmes proportions de couleurs. Hein. Et pourtant, ce sera toujours la même population de départ. Donc, ce sont des choses très importantes. Enfin, avant d'en venir aux effets, j'ai encore 2 minutes, la relation causale est quelque chose qui est très codifié en épidémiologie et toute discussion d'études épidémiologiques doit passer par la relation causale, analyse de la relation causale, et pour ça, il y a un épidémiologiste qui s'appelle Hill qui a formulé. Premièrement, vérifier que l'exposition, bien sûr, précède l'effet. Ça paraît trivial, mais il y a beaucoup de mauvaises études qui ne vérifient pas ça. C'est-à-dire que pour qu'il y ait effet, il faut d'abord qu'il y ait eu exposition, et non pas que l'effet soit au moment de l'exposition soit mesuré au moment de l'effet. Par exemple, quand on dit dans telle école il y a des cancers, depuis que vous avez installé la Wi-Fi, sauf que le cancer met un certain temps à se développer, donc ce n'est pas au moment où on met il faut vraiment qu'il y ait eu exposition avant que le cancer arrive. La deuxième chose, deuxième critère, c'est la force du risque. C'est-à-dire que plus un risque est important, plus il sera facile à mettre en évidence et plus ça ira dans le sens de la causalité. Troisième chose, c'est la reproductibilité des études les unes après les autres. Comme on n'a que des études d'observation, il faut qu'on reproduise les études de façon à voir si elles vont dans le même sens ou pas. Et donc, ça fait partie du jeu normal de l'épidémiologie de comparer les études entre elles et d'attendre qu'il y en ait un certain nombre pour pouvoir dire il y a un effet ou pas. Ce n'est pas une étude qui fait la vérité. Quatrièmement, la relation dose-effet, c'est un point très important. Plus je suis exposée, plus j'ai la probabilité d'être malade. C'est donc quand on fait une courbe dose-effet, pour les petites expositions, on a peu d'effets, et pour les grosses expositions, on a plus de probabilité d'avoir des effets. La compatibilité avec les connaissances physiopathologiques est importante, et là, pour l'instant, c'est ce qui nous manque dans les champs électromagnétiques, parce qu'on n'a pas de données consistantes en physiopathologie, mais c'est un élément très important à prendre en compte. Et enfin, dernier, mais là, c'est du domaine de la prévention, c'est quand on a mis en évidence qu'un risque existe, on arrête l'exposition, on doit voir disparaître l'effet, on arrête de fumer, au bout d'un certain nombre d'années, on retrouve un risque quasi normal après de longues années, mais c'est un fait. Enfin, je terminerai par où en est-on des connaissances. On a parlé pour l'instant hypersensibilité, il y a quand même tout le champ des tumeurs, et là effectivement c'est autour de l'étude Interphone. Je ne vous ai pas dit que j'ai participé à cette étude Interphone, donc qui est une étude internationale sur 13 pays, 16 équipes qui ont travaillé ensemble sur les tumeurs du cerveau. J'ai des bons espoirs que la publication sorte bientôt, donc je ne pourrais pas en parler plus, mais sachez que ce qui est publié, effectivement, montre qu'avant 10 ans, visiblement, on ne montre pas d'effet. Après 10 ans d'exposition au téléphone mobile et de gros consommateurs de téléphonie mobile, les études sont contradictoires. C'est-à-dire qu'il y a quelques études qui disent qu'il y a quelque chose, quelques études qui disent qu'il n'y a rien. Et donc là, on est complètement dans le champ de l'incertitude scientifique et qu'il faut prendre en compte, bien sûr, dans le principe de précaution. Très bien, merci. Alors, voilà, c'était un deuxième point de vue. Ensuite, on a un duo entre M. Raymond et M. Gaillard, qui sont des praticiens, je dirais, c'est-à-dire ils vont vous expliquer quel rôle ils ont et donc de vous donner un autre point de vue et de vous faire découvrir quels risques nous avons aujourd'hui. Merci. Alors, je vais remonter le... Voilà, il faut le remonter. Il a l'air de fonctionner ? Tout à l'heure, il fonctionne. Ouais, ça y est. C'est bon ? Mieux ? Ça va se régler. Donc je travaille au sein du CISR, qui est le Centre Interétablissement pour les services réseau. Ce service comporte 2 équipes, une équipe ITER. On n'entend pas ?
lui donnes un portable, un micro comme ça. Bon, c'est mieux comme ça? Bon, alors, je vais reprendre. Donc, je travaille au sein du CISR, qui est le centre interétablissement pour les services réseau, qui comporte en gros 2 équipes. Une équipe qu'on qualifie d'inter, qui est représentée d'ailleurs par Thomas Petit, que je vois sur ma droite, et qui s'occupe de tout ce qui est cœur de réseau, rattachement à notre réseau métropolitain, services réseau centralisés comme la messagerie et le DNS. Et mon équipe, dont Emmanuel fait partie, qui s'occupe plus spécifiquement de ce qu'on appelle le réseau d'accès, et qui comporte en gros le déploiement, la supervision, l'administration d'équipements actifs de réseaux filaires et sans fil. Donc tout ce qui est applications convergentes, en particulier la téléphonie sur IP et bien sûr la mobilité dans lequel on peut bien sûr intégrer le Wi-Fi. Donc il est clair que ce soit Emmanuel ou moi-même, on n'a aucune légitimité tant scientifique que médicale pour porter, je dirais, un avis ou un jugement sur la nocivité ou les effets des ondes radioélectriques. Mais par contre, on a, je dirais, un certain nombre de devoirs quant à notre mission au quotidien. Donc notre mission, c'est de vous apporter, enfin, pour les usagers de l'Université Lyon 1, un réseau, on va dire, de qualité, un réseau fiable, un réseau avec du débit. Et on a beaucoup d'exigences de la part de nos usagers. Alors les usagers, ce n'est pas seulement le personnel de l'établissement, les enseignants et les chercheurs, mais c'est également nos 27 000 étudiants pour qui la technologie fait partie de leur quotidien et sont nés avec, et qui demandent un peu d'avoir le don d'ubiquité, de pouvoir se connecter partout, et si on les écoutait, même se connecter sur les pelouses et toutes les parties du campus, ce qui est difficile à faire tant sur le plan technique que financier. Donc avec Emmanuel, on s'est quand même posé des questions, on s'est dit on se doit quand même de protéger autant que faire se peut nos usagers, de déployer des réseaux qui respectent les règles de l'art, à la fois sur le plan réglementaire et même on souhaite aller au-delà. Et on a essayé de se faire une synthèse de tout ce que l'on trouve, et on trouve tout et n'importe quoi sur Internet, et de toutes sortes d'études, et d'essayer de dégager une espèce de guide de bonne pratique. Alors, en 2 mots, je vais quand même vous expliquer comment est composé le réseau Wi-Fi de l'université, qui diffère certainement du réseau que vous avez à la maison. En général, à la maison, on a une box quelque chose, qui est un petit routeur qui permet de s'interconnecter au réseau, qu'offre ce qu'on appelle du triple play. Donc, on reçoit la télévision, la téléphonie, et également, on a une connectivité sans fil via le Wi-Fi. Et on a une borne Wi-Fi, voire 2 pour les installations les plus complexes. Alors à l'université, il y a quelques années, on avait des bornes Wi-Fi que l'on gérait, pas très bien d'ailleurs, puisqu'elles étaient dispersées. Donc il faut les mettre à jour, il faut assurer également la sécurité des flux qui sont échangés, parce qu'il y a des flux de recherche, il y a des flux, on va dire, confidentiels. Donc c'était plus tenable. Et il y a 3 ans, nous avons opté, suite à un marché public, pour une architecture que l'on appelle dans notre jargon centralisée. Donc les bornes, je te laisse la présenter. Donc vous en avez une ici dans cette salle et vous en avez une au fond. Donc l'antenne, en fait, c'est cette partie-là. C'est une antenne omnidirectionnelle, j'y reviendrai après. Ne comporte pas d'intelligence. Ça veut dire que là-dedans, vous avez uniquement la partie radio. Okay. Donc toutes ces bornes, à travers notre réseau, sont connectées à un seul équipement, qui est situé sur le domaine scientifique de la DOA, dans notre data center, sur un contrôleur. Et ça a bien des avantages, c'est-à-dire que quand il y a des mises à jour de sécurité ou des optimisations à faire, on fait la mise à jour au niveau du contrôleur et on push cette configuration sur la totalité de nos bornes. Actuellement, on en est à 256. Et là, jeudi dernier, on vient d'ouvrir un nouveau marché public pour étendre le système à peu près à 500, voire 600 bornes, parce qu'on a encore beaucoup de demandes à ce sujet. Donc l'avantage de ce système centralisé, il est avant tout pour nous et pour mes équipes, c'est-à-dire qu'il simplifie l'exploitation, parce que c'est très difficile d'intervenir sur des équipements qui sont délocalisés par nature. Mais ils apportent aussi d'autres avantages au niveau de la gestion du spectre, puisqu'à un instant T, on a un équipement quelque part sur lequel on peut prendre la main, d'ailleurs depuis n'importe où, c'est une interface web, et qui nous donne une image de l'ensemble du spectre radioélectrique, ce qui veut dire que ces bornes sont auto-adaptatives.
Quand on a des bornes granulaires, on a tendance à les régler très fort. On se dit qui peut le plus, peut le mieux. En fait, c'est une très mauvaise méthode de bâtir une infrastructure Wi-Fi. Au contraire, il faut parfois émettre moins fort pour que, je dirais, le domaine de couverture soit relativement limité. Alors déjà, je vais vous expliquer en 2 mots nos problèmes de design, qui sont exactement les mêmes que ceux qu'un opérateur. Donc les antennes relais dont on a parlé, il faut savoir qu'en France, on en a un peu plus de 40 000. Une antenne relais gère en gros 60 communications simultanées, donc ça vous donne en gros, on va dire, une borne pour 1000 personnes. Combien on a de bornes Wi-Fi? C'est difficile à dire, plusieurs millions sans doute. Donc on a tous plus ou moins une petite antenne relais chez soi. Alors bien sûr, les puissances d'émission, dans notre jargon on appelle ça la PIR, c'est-à-dire la puissance isotropique rayonnée équivalente, n'est absolument pas comparable avec une antenne relais, qui la puissance maximum d'émission d'une antenne relais est de 61 volts par mètre. Nous, en ce qui concerne le réseau, on est à 100 milliwatts, voire 125. J'expliquerai un peu plus tard comment cela fonctionne. Donc, ce système nous permet d'optimiser. Alors, quelles sont les deux grandes caractéristiques du design? Alors, quand un usager nous demande, voilà, on aimerait couvrir notre laboratoire, on lui pose 2 questions. Parce que c'est vrai que dans l'esprit du grand public, on pense tout de suite à la contrainte de couverture. C'est une zone à couvrir. Mais dans les réseaux, on a toujours une règle importante qui est la densité de trafic à adapter. Par exemple, si on met une borne qui doit couvrir en gros un parking, on aura avec une seule borne une grande couverture, mais peu de densité de trafic. Par contre, dans un amphi ou une conférence comme aujourd'hui, imaginez que vous preniez des notes à partir d'un portable, on peut imaginer qu'on ait 30, 40 à 50 communications simultanées. Une borne, alors la question qu'on me pose, alors je mets toujours un joker, combien ça gère d'usagers? On va dire en moyenne, tout dépend des usages. Un usage courant, c'est consulter sa messagerie, surfer sur le web, on va dire c'est entre 16 et 20. Par contre, on a des contraintes techniques. C'est-à-dire que, en gros, on a 4 normes. On a la norme B, G, A et N. Le B est assez ancienne. Le G est très courant. En général, c'est ce que vous avez si vous avez des bornes à la maison. On parle de 54 mégabits. Alors, il faut savoir que tous les chiffres que l'on donne en Wi-Fi sont toujours très optimistes. C'est des débits théoriques. Le débit réel, vous pouvez déjà le diviser par 2, voire par 3. Il faut savoir que contrairement à une connexion filaire, c'est un débit qui est partagé par une communauté d'usagers. C'est-à-dire, mettons, si c'est 54 mégabits, on va dire c'est 20 mégabits pour tout le monde. Okay, et on peut avoir des contraintes pour des typologies d'applications particulières, en particulier les applications orientées temps réel, c'est-à-dire où vraiment, par exemple, des applications de type téléphonie où la contrainte temporelle est forte. Donc à notre disposition sur le BG, le plus répandu, on a un certain nombre de canaux. Alors il y en a 13 en Europe, il y en a 11 aux États-Unis, il y en a 14 au Japon. Ces canaux, en gros, on pourrait, si on faisait une analogie par rapport à un réseau d'opérateurs, ils gèrent en gros une cellule. Ces cellules, elles ne doivent pas être adjacentes. C'est-à-dire, je ne peux pas mettre un canal 1 à côté d'un canal 2. C'est un peu comme quand vous réglez votre tuner ou votre autoradio. Quand il y a 2 stations trop proches, ça ne marche pas. Donc, en gros, globalement, parmi ces 13 canaux, on n'a que 3 canaux à notre disposition. Ça veut dire que si je mets 4 bornes dans un espace relativement limité en Wi-Fi, c'est pas très pertinent parce que on va jongler sur 3 canaux. La norme A, qui n'est pas dans la bande des 2 Giga 4, alors la bande des 2 Giga 4, on la classe dans ce qu'on appelle les ISM, informatique, scientifique et médicale, ce que certains appellent la bande poubelle, parce que là on va tout trouver, c'est-à-dire on va trouver la gestion de votre porte de garage, les babyphones, enfin tout ce qu'on peut trouver de grand public en général est dans cette bande. Dans la bande A, et toutes les bandes que l'on déploie sont A et BG, on a 48 canaux, il y en a 52 potentiels, et on a 8 canaux à un instant T que l'on peut utiliser. Alors il est clair que dans les espaces où on pense qu'il va y avoir une forte utilisation, on va être amené à déployer du A. Et puis il y a une nouvelle norme qui sort actuellement, dont on n'a encore pas de recul, qu'on appelle la norme N, 802.11n, qui nous permet un débit théorique de 600 mégabits. Donc, qui sera certainement un débit réel de l'ordre de 100 mégabits partagés. Donc là, on arrive à des technologies
qui sont une alternative tout à fait crédible par rapport à des réseaux filaires. Et qui ont des contraintes. Ça repose sur ce qu'on appelle une technologie MIMO, c'est-à-dire sur des réflexions d'ondes. Donc on va commencer à tester ça à l'université. Alors revenons-en au sujet du jour. Qu'est-ce que l'on essaye de faire pour que c'est le moins de conséquences possibles sur la santé de nos usagers? Je crois que Noël Burel a très, très bien dit tout à l'heure, on n'a pas 36 éléments à notre disposition. On a des valeurs de champ électrique. Et là, il y a un chiffre qui circule beaucoup dans les médias, qui est le 0,6 volts par mètre. C'est le chiffre qui est mis, par exemple, en avant par des associations qui font un travail dans ce domaine, comme le Robin des Toits. Alors, ce chiffre de 0,6, on essaye de le respecter, mais il faut le resituer dans un contexte, parce qu'en soi, il ne veut rien dire du tout. 0,6 volts par mètre à proximité d'une antenne relais ou d'une bande Wi-Fi, c'est quasiment impossible, parce qu'on a bien expliqué tout à l'heure qu'il y avait un rapport important avec la distance. Par contre, ces 0,6 volts par mètre, pour moi, ils sont indispensables dans ce que j'appelle un espace de vie ou un espace de travail, c'est-à-dire l'espace où on déambule. C'est-à-dire, par exemple, cette borne-là, et là, on a amené un petit appareil qui est un électrosmog. Alors, peut-être que M. Buret qualifierait de gadget. Moi, je le qualifierais dans les matériels d'entrée de gamme qui nous permet de voir un champ dont on va vous le faire tourner, hein, vous verrez, en volts par mètre. Donc c'est une mesure, alors c'est pas un dosimètre, parce que c'est une mesure volatile à l'instant T. Alors naturellement, avec Emmanuel, on a fait toutes sortes de mesures et on est très surpris des résultats. Si j'allume mon iPhone actuellement, je risque de monter à 40 volts par mètre, hein, le temps que mon téléphone cherche son hôtel relais. Au moment où on passe un appel, il y a un très court instant où là on peut très bien monter à 15 volts, 20 volts par mètre. Nos bornes Wi-Fi, en général, on est en dessous du seuil et parfois c'est même pas perceptible par rapport au bruit électromagnétique ambiant. Donc c'est vrai que dans l'imagerie populaire, souvent on se polarise, et je dirais que c'est naturel, sur ce qui se voit. Ce qui se voit en général, c'est les antennes, les bornes. Ce qu'on a sur soi, c'est petit, c'est léger, et on y fait un peu moins attention. Alors que, à mon avis, c'est plutôt là où il faut être extrêmement vigilant. Par exemple, le fait, et Martin Ours nous a montré juste avant le début de la conférence, les mesures dosimétriques qu'elle a faites en Wi-Fi. La mesure que je trouve pas bonne du tout, c'est l'usager qui est dans le TGV, qui connecte sa carte 3G, hein, et qui va rester connecté pendant 2 heures entre Lyon et Paris. Là, il est clair que le train circulant à 200 km/h, le rayon d'action d'une antenne relais étant de l'ordre de 500 mètres en ville, voire une dizaine, 15 km en race campagne, on ne va pas arrêter de changer d'antenne. Et là, la carte va émettre à sa puissance maximale. Et si on a l'ordinateur portable sur les genoux, c'est pas bon du tout. Donc, nous, c'est 0,6 volts par mètre. Je vous le répète, on essaie de l'appliquer dans des espaces de vie. Ensuite, on ne veut pas que nos usagers achètent une borne et la posent, comme je l'ai fait, sur une table de conférence ou sur un bureau. Non. On veut que ça soit pris comme un élément actif de réseau, on va dire professionnel, que ça soit mis en hauteur, et en général à plus de 2,10 m. Hein. Et on essaye, sauf quand les usagers nous disent non, c'est ce qu'on veut, on peut difficilement aller contre, mais on met toujours ces bornes dans des espaces comme des espaces de réunion, des couloirs et autres. Je ne vois pas l'intérêt de mettre une borne Wi-Fi entre nous dans un bureau, sachant qu'on a une infrastructure filaire qui nous permet au minimum d'offrir 200 mégabits pour chacun et pas 20 mégabits pour tout le monde. Hein. Ceci dit, pour des raisons économiques, hein, où bien souvent on a une vétusté d'architecture de câblage, j'ai beaucoup de laboratoires qui me disent « Monsieur Raymond, je n'ai pas les moyens de déployer une prise par collaborateur parce que ça coûte entre 150 et 300 €, parce que chaque câble à passer, il faut démonter les faux plafonds et autres. Votre borne professionnelle coûte 400 €, le câble pareil. Donc pour un coût relativement minime, j'arrose une vingtaine de populations. Donc ça, c'est un mauvais calcul. Le Wi-Fi, il doit rester pour des usages de mobilité. Hein. On arrive ici, on veut prendre quelques notes, ok. Quand on est au bureau, je ne vois pas pourquoi on utiliserait le Wi-Fi plutôt qu'une infrastructure filaire où les débits sont beaucoup plus conséquents et le réseau est très très bien supervisé. La deuxième valeur que l'on a, qui est le DAS. Alors ce DAS, le débit d'absorption spécifique, il y a plusieurs valeurs. Alors déjà, il a fallu qu'avec Emmanuel, on comprenne 2 watts, c'est pour la tête, 0,08, c'est pour le corps, 4, c'est pour les membres. Bon. Alors, si je faisais une analogie un peu grossière, imaginez que vous mettez votre main dans un bac de glace, vous allez laisser 1 minute, vous allez avoir froid,
Encore bien que la glace, des fois, soulage la douleur, mais vous n'allez pas en mourir. Si vous mettez votre corps entier pendant plusieurs minutes dans la glace, il peut y avoir des chocs thermiques qui peuvent être très conséquents. Ben voilà, c'est pour ça que le DAS ne s'applique pas de la même manière selon la partie du corps où on l'applique. Alors le DAS, comment en général il est calculé? Je vois que tu te rapproches, ça veut dire qu'il me reste combien de temps? 2 minutes. 2 minutes. On a pris une valeur pour l'animal, elle est de 4 watts. Pour le corps entier, on la divise par 50, on arrive à 0,08. Donc ce DAS, maintenant, on a obligation, les opérateurs ont obligation de le donner. Moi, ce que je trouve regrettable, c'est que pour moi, il devrait être gravé sur l'équipement lui-même, hein, parce qu'on peut offrir un téléphone portable, il peut passer, on perd la boîte. Donc on peut trouver l'information sur le net, mais je considère qu'un téléphone portable qui fait 2 watts, il respecte la réglementation, mais c'est un mauvais téléphone portable. Parce que maintenant, on en a qui font considérablement moins. Voilà, donc en gros... le DAS, on ne sait pas le tester sur une borne, parce que pour tester un DAS, il faut faire ce qu'on appelle un fantôme. Alors comment ils font dans les labos? Ils font une réplique de la tête et autres. Bon, ils regardent les échauffements. Il n'y a pas de modèle de fantôme encore pour les bornes. Donc là, on n'a pas d'éléments spécifiques. Donc en gros, si j'avais à résumer dans la dernière minute qu'il me reste, les recommandations qu'on fait à nos usagers, c'est des recommandations de bon sens. Le Wi-Fi, là où c'est utile en termes applicatifs, autrement, bien sûr, privilégier le filaire. Respecter ces 0,6 volts par mètre, voire aller moins dans des espaces de vie et des espaces de travail. Et puis, les choses que vous avez certainement entendues par ailleurs, éviter, bien sûr, d'utiliser son téléphone portable, des cartes 3G, 3G+, en mouvement rapide, hein, parce que la phase délicate, c'est le moment où l'équipement, que ce soit une carte ou un téléphone, cherche son antenne relais, et là, on peut avoir des écarts entre 1 et 1000 au niveau des puissances émises. Donc, avant de rendre le micro, je vais vous faire tourner un certain nombre de documents pendant le jeu de questions-réponses. C'est des études qui ont été faites par le service hygiène et sécurité, qui ont été interpellés par des chercheurs. Alors là, vous avez un premier document qui, par exemple, qui concerne les bâtiments géodes. C'est là où on a des antennes relais sur nos toits. Donc là, vous en avez une autre qui concerne odontologie, une autre qui concerne l'observatoire de Saint-Genis-Laval. Donc c'est des études qui ont été faites par des cabinets indépendants. Pas avec un outil comme cela, mais avec un analyseur de spectre qui permet de décomposer, si c'est du Wi-Fi, du DECT, tous les flux possibles. Et vous verrez les conclusions, on est à chaque fois bien en dessous. J'ai mis également une étude qu'on trouve sur le net, sur laquelle on s'est appuyé, qui a été faite par l'autorité de régulation et Supélec dans un environnement Wi-Fi. Donc regardez, vous verrez un peu le cadre méthodologique pour lequel ces études ont été faites. Et puis aussi, ce que l'on va faire, on va faire tourner cet appareil. Hein, donc là, peut-être exceptionnellement, on va autoriser à rallumer, il faut qu'on mette la pile dedans, on va autoriser à rallumer vos téléphones portables. Vous verrez si vous appliquez contre qu'en effet, vous allez monter à des valeurs qui sont de 20, 30 volts par mètre. Hein, mais après, quand vous allez être en régime nominal, ça va baisser. Par contre, si vous vous promenez, alors que nos deux relais Wi-Fi sont actuellement en fonctionnement, vous verrez que vous aurez des valeurs insignifiantes, même si vous vous rapprochez de manière très proche de l'antenne. Voilà. Merci bien. Alors voilà, notre premier panel s'est exprimé. La deuxième partie, vos questions. Alors je sais que d'habitude c'est toujours au moins 30 secondes. Là, bon débat, on y va. Est-ce que vous pouvez juste donner votre nom et si vous êtes... Donc c'est pas des questions, c'est des compléments d'information. Donc je vais intervenir à 2 titres. D'abord, je m'appelle Alain Bonmartin, je suis vice-président de l'Université Claude Bernard Lyon 1 et j'ai en charge le développement durable et la prospective. Alors, au modérateur, à ce titre-là, il n'y a pas 2 sites, un site scientifique et un domaine de santé. Dans le domaine de la santé, dans notre université, il y a 3 sites, le site Rockefeller où nous nous trouvons, le site Laennec, enfin le site Labuire, pardon, et le site Lyon-Sud. Donc je ferme cette parenthèse et maintenant je vais intervenir parce que apporter un complément à mes 2 collègues. D'abord parce que je suis physicien d'une part et je suis praticien hospitalier d'autre part, donc aux 2 premiers intervenants. Donc je me présente dans ce cadre-là, je suis maître de conférence à l'Université Claude Bernard, praticien hospitalier et spécialiste en médecine nucléaire et en RMN depuis plus d'une 30aine d'années. Alors,
Par rapport à ce qui a été dit sur les ondes électromagnétiques et les radiations électromagnétiques, je crois qu'il est plus intéressant de reporter dans un contexte plus global sur la totalité du spectre électromagnétique qui va des très courtes longueurs d'onde, c'est-à-dire des très grandes fréquences, jusqu'aux très grandes longueurs d'onde, c'est-à-dire des très basses fréquences, parce qu'à l'intérieur, vous allez trouver tout un tas d'applications qui ont trait à la santé, en particulier les applications médicales. On peut parler des rayons X, on peut parler des rayons gamma pour la médecine nucléaire, et on peut parler des ondes de radiofréquence pour la résonance magnétique nucléaire. Et en complément, on a parlé de date de mise en œuvre du SAR ou du DAS. Les premières définitions qui ont été, ou les premières normes qui ont été données, remontent en fait à 1986 parce que c'était à l'époque les études qui portaient sur les effets de la résonance magnétique nucléaire et en particulier donc de l'imagerie par résonance magnétique. Mais pour bien comprendre les choses, il faut revenir à la notion de dose. On a parlé de dosimétrie. Dans le cas du spectre électromagnétique, la notion de dose, elle est identique, quel que soit le domaine du spectre dans lequel nous nous trouvons, c'est-à-dire c'est la quantité d'énergie déposée par unité de volume. Donc ce point est un point important. Deuxième point, concernant l'atténuation du rayonnement électromagnétique. On a cité donc la notion de distance, mais il y a aussi la notion de milieu. C'est-à-dire que l'atténuation ne va pas être la même, par exemple, dans l'air, qu'à l'intérieur du corps humain. Et j'y reviendrai pour ce qui concerne les études sur les effets au niveau de l'oreille et du cerveau. Donc ça aussi, c'est un point extrêmement important à prendre en compte. On a parlé des effets objectifs et des effets subjectifs. Les effets subjectifs, c'est les effets qui sont liés à chacun des patients ou des personnes. Et c'est vrai que d'une personne à l'autre, la perception d'une sensation varie, ça a été très clairement expliqué. Dans les effets objectifs, on sait très bien qu'il y a des effets qui sont réversibles et des effets qui sont non réversibles. Prenons un effet objectif. On a parlé donc en fonction de la fréquence, de l'effet électrique. Eh bien, par exemple, si vous mettez quelqu'un dans un aimant d'un appareil de RMN, vous pouvez, si vous enregistrez son électrocardiogramme, constater que vous avez une modification de l'électrocardiogramme, donc de l'ECG, ce que tout le monde connaît sous le nom de ECG, qui est une modification due à ce qu'on appelle l'effet Hall. C'est-à-dire qu'on va avoir une modification de cet ECG qui peut être identique à une modification qui survient en cas d'infarctus du myocarde. Donc tout de suite, les gens se sont posé la question, mais est-ce que... et quand on enlève le patient, eh bien l'effet disparaît. Donc ça, c'est l'effet réversible dû à l'effet électrique. Ensuite, l'effet thermique. L'effet thermique, le professeur Buret a parlé d'élévation de température. Alors, au niveau du corps humain, ce qu'il faut savoir, c'est que la technique qui va entraîner la plus grande élévation de température, c'est les techniques d'imagerie par résonance magnétique. Donc à 1,5 Tesla, on est à 60 MHz pour l'IRM du proton, et à 3 Tesla, on est à 120 MHz. Donc on est quand même dans des ondes de fréquence importantes. Et ce qui est important, c'est l'élévation de température. Elle ne doit pas être supérieure par rapport à 3 degrés ou 4 degrés maximum, parce que l'organe qui va être touché le plus tôt, c'est le cristallin, et on va avoir, à partir de 41 degrés, une opacité du cristallin, c'est-à-dire qu'on va avoir des problèmes identiques à ceux entraînés par la cataracte. Donc ça, c'est une situation qui, on parle beaucoup de téléphonie mobile, ne peut se rencontrer. Donc je crois qu'il faut être clair sur ce point. Dans les mécanismes qui sont des mécanismes objectifs, il y a les réversibles et les non réversibles. Alors, dans ces mécanismes, on les connaît très bien,
et ils ont été très bien étudiés, en particulier suite à l'accident de Tchernobyl, parce que c'est exactement les mêmes problèmes pour la constitution d'une évolution cancéreuse éventuelle. Eh bien, c'est des mécanismes qui portent sur l'ADN et donc sur des ruptures partielles ou totales des brins d'ADN au niveau des cellules du corps humain, avec des réparations ou pas de réparations, et ensuite des évolutions vers les risques de cancer. Et ce qui vous a été dit concernant le délai de 10 ans correspond bien effectivement à ce problème. Et lorsque j'en terminerai sur mon intervention, ce qui est le plus important lorsqu'on parle du danger du téléphone portable à proximité de l'oreille, c'est bien de voir quelle est l'atténuation de l'onde, c'est-à-dire que toute l'énergie va être atténuée par le cerveau et la totalité du rayonnement va rester à l'intérieur du cerveau. Et c'est ça qu'il faut bien voir en termes pour rapporter à la puissance. Voilà. Quand je dis la totalité, ce n'est pas exactement la totalité, parce que compte tenu des énergies, des bandes de fréquences, on n'a pas identique. Et je pense que de ce côté-là, il y a quand même effectivement des choses à préciser. C'est que le dépôt d'énergie se fait d'abord dans les tissus les plus proches, et il y a de moins en moins d'énergie à déposer tout au long au fur et à mesure que l'onde, je dirais, se propage dans le cerveau. Et là, il y a des études de ça, justement, notamment de Joe Viart à France Télécom, qui est quand même un des spécialistes de tout ce qui est dosimétrie en termes de radiofréquence, qui montre très bien. Alors, vous voyez de loin, mais là, c'est dans le lobe temporal. On est à 1 cm sous la peau, 2 cm, 3 cm très vite. Et finalement, la quantité qui arrive au niveau du cerveau, elle est quand même nettement moins importante que ce qui est déposé dans les premières couches immédiatement sous la peau. Et ça dépend de la fréquence, effectivement, c'est-à-dire que... Et du type... Et ça va... Voilà. Et donc le 900 MHz va un peu plus loin dans le cerveau que le 1800 ou que le 2400 MHz. C'est-à-dire que plus on monte en fréquence, plus le dépôt d'énergie se fera rapidement et se fera moins dans le cerveau. Donc effectivement, pour nous, dans la téléphonie mobile, quand on travaille sur le téléphone mobile, sur le cancer du cerveau, c'est le 900 MHz qui, pour nous, est la fréquence de référence de travail, puisque c'est celle qui expose le plus. Mais dans aucun cas, il n'y a d'atteinte de l'autre côté. C'est-à-dire que c'est vraiment que la partie du cerveau qui est exposée du côté de l'usage du téléphone. Et donc, c'est un des débats très importants dans la causalité, c'est de regarder de quel côté utilisaient les malades leur téléphone mobile. Et ça fait partie des dialogues un peu vifs que l'on a dans la communauté scientifique. Dialogue de sourds pour les deux oreilles. On peut dire ça. Monsieur. Oui, bonjour. Donc, vous avez parlé donc d'un problème de distance par rapport à la source de rayonnement. Bon, alors je suppose que, évidemment, moi je regrette un peu que vous n'ayez pas parlé de puissance de ces sources. Par exemple, au niveau des antennes des stations de base, en moyenne, je sais que alors ces puissances sont variables parce que je pense que ça fonctionne avec le débit. C'est aussi variable par télécommande. Mais qu'est-ce qu'on peut considérer comme puissance d'une antenne de station de base en ville, par exemple, moyenne? Et puis alors, la question subsidiaire, parce que j'ai été un peu dans les transmissions, c'est-à-dire qu'on a une puissance électrique injectée à l'antenne, et ensuite, on a des antennes qui sont directionnelles, donc ces antennes ont un gain. Donc, quel est en fait, est-ce que quand on parle de puissance d'antenne, on parle de puissance électrique injectée ou de part, c'est-à-dire de puissance apparente rayonnée après, disons, influence de l'antenne et de sa directivité? Alors, c'est peut-être une question pour M. Noël Buret en particulier.
Moi, je n'ai pas la réponse, puisque je ne travaille pas du tout dans le domaine des antennes. Et c'est certain qu'il faut faire la distinction. Ce qui intéresse au bout du compte, c'est la puissance rayonnée. Mais les chiffres, non, je n'ai pas ça. Monsieur Raymond, un commentaire sur... Oui. Oui, je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai posé la question aux opérateurs, puisqu'on héberge des antennes d'opérateurs, c'est les études qui circulent. Donc, alors pour répondre à la question du par très précise, là, joker, je ne sais pas. En effet, c'est une question importante. Mais en général, ils respectent la limite des 61 volts par mètre. Donc ça dépend si c'est du 900, du 1800, du 3G qu'on appelle du MTS ou du HSDPA. Mais par contre, donc ces puissances-là, les mesures que l'on fait, je dirais, ne serait-ce qu'à quelques mètres, on descend, on n'est plus qu'à 15 volts par mètre, je crois. Hein. Et dès qu'on est à l'ordre de, on va dire 15-20 mètres, on arrive à des mesures beaucoup plus raisonnables, l'ordre de 3 à 4 volts par mètre. Moi, c'est ce que j'ai constaté sur les toits. Alors, l'image que je prendrais, c'est un peu comme un phare, si vous voulez. Quand vous éclairez, enfin pas un phare qui bouge, hein, un phare avec image fixe, vous éclairez devant vous, ça va dépendre du rayonnement de l'antenne, c'est omnidirectionnel ou très directionnel. Il y a des antennes directionnelles sur les stations dont on ne parle jamais, parce qu'ils ne rayonnent pas, c'est l'effet hertzien. C'est-à-dire que l'antenne, il faut bien qu'elle soit connectée au réseau de l'opérateur. Elle est connectée soit par une fibre optique, soit par un lien cuivre, soit par une parabole. C'est ce que l'on avait avant, qu'on ait le réseau LIR métropolitain, on avait des faisceaux hertziens pour interconnecter tout. Mais là, on ne mesure pas de champ, il faut vraiment être juste devant. Voilà. Donc on éclaire, par contre, on n'éclaire pas la base du phare, si vous voulez. Et le phare ne s'éclaire pas lui-même. C'est pour ça que nous, on avait beaucoup d'inquiétudes, et je comprends, de chercheurs qui étaient sous l'emprise de l'antenne. Et sous l'emprise de l'antenne, là, on n'avait pas de mesure particulière. Hein. Donc après, les ouvriers qui interviennent, eux, doivent respecter des champs. Alors après, il y a une petite polémique sur la notion d'onde pulsée ou pas pulsée. Certains disent, attention, c'est pas la radio, parce que la radio, vous avez des émetteurs de 20 000 volts. Et on dit que la Tour Eiffel, c'est l'équivalent de 30 000 antennes relais, rien que la Tour Eiffel. Alors on parle de 40 000 antennes relais, on a déjà 75% des antennes, rien qu'en puissance électrique. Donc les ondes pulsées, moi je considère, mais je ne suis pas non plus, là je parle sous contrôle de Noël Burek, qu'on n'est pas dans le cadre d'ondes pulsées, on est dans le cadre d'ondes modulées. Hein, comme la modulation de fréquence, les ondes pulsées, c'est les radars, c'est un peu comme la Morse, bip, bip, bip. Un pulsar, c'est une étoile qui est en train de mourir, qui émet également ce genre d'ondes extrêmement puissantes et pulsées. Donc, je ne sais pas si on peut considérer le spectre de fréquence comme des ondes pulsées. Pour moi, non. On peut faire une différence entre le numérique et l'analogique au niveau de la modulation ? Oui, bien sûr. Dans la modulation de fréquence, quand on utilise un modem, on joue sur l'amplitude, la fréquence et autres. Dans le numérique, on fait une décomposition temporelle. En gros, on découpe les petites choses en tranches. Par exemple, dans les MTS, chacun est sur le même canal, mais on les différencie par codage. Il y a des différences, mais sur le plan santé, je ne sais pas. Moi, je pourrais après vous dire, mais c'est trop technique, on va parler des types de codages orthogonaux, à large spectre ou des choses comme ça. Mais pour moi, ça n'a pas vraiment d'incidence sur la nature même de l'onde. Bien, alors j'ai deux questions. Pour répondre à la question sur la puissance rayonnée, c'est effectivement la puissance rayonnée qu'il faut prendre en compte. Mais vous avez trois types d'antennes, les antennes émettrices, les antennes émettrices-réceptrices et les antennes réceptrices. Le gain ne joue que sur la réception et pas sur l'émission. Voilà, alors juste, même si c'est... Non, mais c'est un point d'ordre, même si j'ai pas l'intention de couper la parole à qui que ce soit, ça serait bien qu'on ait le temps de vous faire passer le micro, que vous disiez tout de suite la réponse. C'est juste pour que ça soit bien enregistré, c'est pas pour vous embêter. Monsieur. Bonjour, donc je suis Alexandre Rafalovic, je suis médecin généraliste et je fais partie de l'association Santé Environnement Rhône-Alpes. Je porte un chapeau bizarre parce que je fais partie de ce qu'on appelle les électro-hypersensibles. Enfin bon, j'exagère un petit peu parce que je suis pas très hypersensible, mais je témoigne un peu pour eux parce qu'il y en a qui sont vraiment graves et ils sont pas écoutés. Donc le thème de la conférence ce soir, si je ne m'abuse, c'est ondes électromagnétiques, santé et réglementation. Dans cette tribune, il y a 4 personnes. La plupart se sont excusées de ne pas être compétentes dans le sujet.
C'est déjà un problème. Le premier intervenant est un physicien. Je ne suis pas physicien, je suis du monde du génie électrique. Du génie électrique. Avez-vous travaillé avec des personnes qui s'occupent de santé? Oui, oui. Ah, vous n'en avez pas parlé. Ah, il a fallu faire un choix dans la présentation, et je remercie mon collègue tout à l'heure d'avoir apporté un certain nombre de précisions. On n'a pas pu tout dire dans les 10 minutes qui nous étaient imparties. Oui, mais c'est dommage parce qu'on a peu de temps et le sujet est vraiment très important. Et quand on commence à parler de toutes les ondes, c'est pas le sujet. Les ondes qui nous intéressent, ce sont les hyperfréquences, c'est-à-dire entre 300 mégas et 300 gigas, c'est-à-dire, c'est plus clair en longueur d'onde, entre 1 mètre et 1 millimètre. Et entre 1 mètre et 1 millimètre, on a des longueurs qui correspondent aux organismes et aux organes. Alors que les autres longueurs d'onde, c'est autre chose. Ces ondes-là ont un effet sur la santé, c'est pas la peine de se le cacher. Si elles ont été interdites en téléphonie pendant très longtemps, c'est parce qu'elles étaient dans l'armée et que les militaires, ils s'en servaient pourquoi? Allez deviner. En tout cas, on les a découverts avec les radars. Et dès 1975, un médecin qui s'appelle le docteur Évrard, qui était aussi aviateur, qui était un héros de la guerre, avait écrit un traité, un précis de médecine aéronautique et spatiale, dans lequel il décrivait déjà le syndrome dont se plaignent les électrosensibles. Donc, moi, je veux bien qu'on dise « je ne sais pas », mais qu'on dise après « je ne sais pas, mais je vais chercher ». Je remercie, je vais vous poser les questions précises, Martine Ours. Donc, les deux personnes qui sont à côté de vous, je les remercie parce qu'elles ont la délicatesse de s'être renseignées, d'être allées sur les sites, d'avoir regardé ce que disent les associations et d'adapter leurs pratiques à la chose. Martine Ours, elle a surtout parlé de la méthodologie à laquelle elle tient. C'est vrai, c'est bien, il faut avoir une méthode, mais il faut aller chercher, pas sous le lampadaire où il y a de la lumière, il faut aller chercher là où les gens se plaignent. Et donc, moi, je vous demanderai, quand on parle de ce sujet, d'aller voir les gens qui souffrent, de leur demander, d'aller voir les médecins qui s'occupent des gens qui souffrent, parce que nous, on a des idées, on sait où il faut chercher, et si vous cherchez au bon endroit, vous trouverez. Quoi encore? Alors, oui, pour Martine Ours, j'ai une question à vous poser, une question presque personnelle. La dernière fois que je vous ai... Non, mais c'est pas personnel, mais enfin, c'est sur le travail. La dernière fois que je vous ai rencontré, je vous ai demandé, est-ce que je peux vous rencontrer? Est-ce qu'on peut se donner un rendez-vous? Vous m'avez répondu, oui, mais à Paris. Moi, j'habite à Lyon, je circule en vélo. Je vous l'ai dit. Donc, est-ce que je peux vous rencontrer à Lyon? Voilà ma question pour Martine Ours. Et je vous assure qu'avec les connaissances de médecins généralistes que j'ai développées, avec les gens que j'ai rencontrés, je peux vous donner des indications qui vont faire que les recherches vont être beaucoup plus efficaces et qu'on va trouver des choses. Bien. Voilà, juste pour faire le petit commentaire, donc, vous avez pu avoir la parole. Une réponse ou un commentaire ou je ne sais plus bien par quoi commencer. Bon, effectivement, comme disait Noël Buret, je n'ai pas pu tout développer ce que je fais, donc dire que je ne vais pas sur le terrain, c'est un petit peu rapide de votre part, parce que j'ai quand même beaucoup travaillé sur l'étude interphone, donc tout ce qui est tumeur du cerveau, j'ai quand même été beaucoup dans les services hospitaliers, j'ai beaucoup discuté avec, donc effectivement c'est plutôt ma spécialité, tout ce qui est cancer lié à l'environnement. Donc c'est évident que quand je parle d'hypersensibilité, c'est moins, et si je ne vous ai pas rencontré, c'était parce qu'à l'époque, je n'avais pas la possibilité, d'une part, de passer du temps, parce qu'on a des vies quand même très très chargées, et ce n'était pas mon sujet de travail. Alors depuis, il faut savoir qu'il y a l'AFSET qui a sorti un appel à projet sur lequel il y a le thème « Une ligne ». Les sujets sur l'hypersensibilité sont possibles. Il faut vous dire que la recherche actuelle ne fonctionne que si on peut répondre à des appels d'offres, c'est-à-dire que s'il y a de l'argent qui est mis sur un sujet, et si on peut du coup monter des projets à ce sujet. Donc effectivement, dans notre unité, à l'UMREST, on a une personne de notre unité, une médecin, qui est en train de réfléchir à une étude à mettre
en place et on peut tout à fait en discuter. Je suis prête à en discuter avec vous, effectivement, ne serait-ce que pour définir, comme je vous disais, la maladie hypersensibilité n'est pas si simple à définir que ça. Donc, effectivement, arriver à bien cerner les personnes que l'on va étudier, c'est une chose importante. La deuxième chose, simplement, que je vous rappellerai, Monsieur Raffaelovitch, c'est que la dernière fois où on s'est vu au Café des Sciences, je vous ai dit, je suis prête à entendre toute personne qui se dit hypersensible pour justement comprendre ce syndrome. J'ai donné mes coordonnées, j'ai donné mon mail, mon téléphone, et personne ne m'a contacté. Donc, c'est facile de dire que c'est moi qui ne vous ai pas contacté, mais c'est aussi... la balle est dans chacun des camps. Voilà, c'est ce que je pouvais dire en termes de santé. Oui, Monsieur Buret. Oui, je voudrais juste rajouter un petit point. Vous avez l'air de vous focaliser, et je l'ai dit en préambule, sur les antennes, tout ce qui a trait au téléphone. Ce n'est pas un sujet nouveau. Ça fait des années que les gens s'interrogent pour ceux qui sont exposés à des lignes électriques, c'est-à-dire le domaine de la basse fréquence. Donc, n'allez pas croire qu'il ne se passe rien de ce côté-là. Enfin, je veux dire qu'il n'y a pas d'études dans ce domaine-là. Mais on ne peut pas tout focaliser sur la téléphonie. C'est vrai qu'actuellement, c'est à la mode, avec le Grenelle notamment, mais il n'y a pas que ça. Je crois qu'il ne faut pas occulter tous les autres aspects de l'électricité. Bien, alors j'ai encore une question. Donc, Gut Michel, IRSE Lyon, donc formation en physique, en fait, à la base, en magnétisme. Et moi j'ai une question, enfin j'ai un certain nombre de commentaires pour rejoindre un petit peu la personne électrosensible. Apparemment je ne suis pas quelqu'un d'électrosensible, mais bon, je peux remarquer de manière relativement aisée que lorsque je mets mon téléphone pendant un certain temps près du crâne, soit je peux ressentir une douleur, on va dire entre guillemets, mais très légère, une gêne, je crois que c'est plus clair comme ça, ou des fois un échauffement. Je peux remarquer aussi que quand j'éteins ma borne Wi-Fi, par exemple je pars en vacances, ça m'arrive d'éteindre, donc j'éteins la borne Wi-Fi, je remarque assez aisément aussi qu'il y a comme quelque chose qui change dans la pièce. C'est très subjectif évidemment, mais il y a quelque chose qui disparaît, quoi. Donc voilà, donc ça c'est des faits que je peux observer, mais le hasard des choses m'a... Ah oui, puis aussi je vais faire un téléphone DECT donc à mes parents. Et depuis que je le referme, ils m'ont dit, mais quand on met près de l'oreille, ça me fait même mal à la tête. Donc il y a des effets tout à fait tangibles de personnes apparemment qui ne sont pas électrosensibles. Et le hasard de la vie m'a fait que j'ai un ami en fait qui est électrosensible, mais vraiment très électrosensible, à tel point qu'en fait il a changé toutes les lampes de sa maison, il a mis des lampes à LED parce qu'il ne supporte plus les lampes à incandescence, il ne supporte plus les lampes fluo, ça lui empêche de dormir, quoi. En fait, il devient malade, il est obligé de s'allonger. Il a monté une entreprise en fait de maintenance informatique. Il est obligé d'arrêter. Il peut plus travailler maximum 1 heure à 2 heures par jour sur un ordinateur. Et encore, il éloigne l'alimentation de l'écran. Enfin, tout un protocole pour qu'il puisse à peu près travailler dans des conditions, on va dire entre guillemets normales. Mais la télévision, c'est hors de question. Il y a une voisine qui est arrivée, il a branché sa borne Wi-Fi, il n'a pas dormi pendant une semaine jusqu'à ce qu'il c'était 1 mois jusqu'à ce qu'il réalise que c'était une borne Wi-Fi qui avait été installée et qui était branchée en permanence. Alors ça, ce sont des cas, on va dire, réels, qui pour moi sont c'est assez extraordinaire parce que j'ai pas cette sensibilité-là, mais j'ai un ami qui l'a. Et quand on le voit, ça surprend, vraiment. Et donc ma question, c'est, il y a des gens qui sont sensibles, qui sont très sensibles apparemment à ces cas, d'autres qui ne le sont pas, moi je ne le suis pas apparemment, mais ces gens qui sont sensibles, ils deviennent vraiment malades tout de suite. Alors pour les autres qui n'ont pas cette sensibilité, aujourd'hui finalement de tout ce que j'ai pu entendre, on ne sait pas ce qui se passe, parce qu'on n'est pas capable de savoir si il faut tenir compte de ces ondes comme étant un phénomène qui est additif ou pas, ou c'est simplement ponctuel. Alors moi, je suis quand même amené à me poser un certain nombre de questions. Je me rappelle que j'avais vu il y a très longtemps des publications où en fait ils avaient étudié l'influence des champs sur des cellules souches. Je ne sais pas si c'est des éléments que vous avez. Et apparemment, il y avait des effets, alors qui sont quand même plus proches d'une expérimentation sur le vivant qu'une étude purement, on va dire, physique. Donc voilà, il y a plein de questions que je me pose. Une petite remarque aussi par rapport au champ pulsé. Un champ pulsé, quand même, apparemment, de ce que je sais, ça envoie quand même un grand panel d'harmoniques, et donc ça peut balayer un spectre en fréquence relativement large.
Donc voilà aussi. Donc, je ne sais pas si vous pouvez répondre un petit peu à la question par rapport au... C'est la question de base finalement. Quel est le danger pour tout un chacun, sachant qu'il y a des personnes hypersensibles où les effets sont notables? Je dirais que ça rejoint un petit peu la question de M. Rafalovic. Je vais donner ma position personnelle. Je pense que l'hypersensibilité, on n'est qu'au début du travail sur l'hypersensibilité. Je dirais que c'est un peu comme si on était dans une rue très bruyante, avec des voitures qui passent, de la musique, un certain nombre de choses, et qu'on cherche à entendre le petit oiseau, le chant du petit oiseau qui est sur le toit, mais qu'on n'entend pas parce qu'il y a trop de bruit. Actuellement, moi, l'impression que j'ai, c'est qu'il y a un bruit énorme lié quand même à tout un contexte effectivement anxiogène, anxieux. Et on ne peut pas le nier, toutes les études le disent, même les chercheurs qui sont très décidés à avancer dans ce domaine le disent. Hein. Quelqu'un comme, je ne trouve plus son nom, dans Hutter par exemple, en Autriche, ils le disent, il y a une partie d'anxiété, le stress donne une partie des symptômes, donne les symptômes que l'on observe. Donc il y a déjà cet immense barrage lié à... Attendez, je finis. Moi, je ne néglige pas le fait que même ces personnes-là sont très malades. Hein, pour moi, ce sont des malades dont il faut s'occuper. Donc pour moi, de toute façon, toute personne hypersensible, il faut s'occuper d'elle parce qu'elle est très mal. Donc d'une façon, en tant que médecin, je dis, rien que ça nous oblige à travailler sur ce sujet. Et puis à les soigner, à leur proposer des conditions de vie correctes. Mais cette partie très anxiogène, je dirais, elle cache peut-être ce que je disais derrière. Soit des gens qui ont effectivement un seuil de sensibilité plus faible, et donc pour des niveaux, nous, qu'on ne ressent pas, eux, ils réagissent. Et puis peut-être, il y a aussi une autre question, c'est que peut-être que certaines personnes, il y a peut-être comme les allergies, plus on s'expose et plus on développe des symptômes précocement. Et ça, c'est du domaine complètement qui n'est pas vérifié, qui n'est pas admis par tout le monde, qui n'est pas mis en évidence, mais sur lequel, moi, je pense sincèrement qu'il faut qu'on travaille. Et quand M. Rafalovic dit qu'on ne propose rien, mais si vous voulez, on avance petit à petit. Il faut serrer les problèmes, il faut définir les problèmes, et puis on élimine petit à petit, et on peut espérer qu'à un moment, on trouvera quelque chose. Mais c'est vraiment du travail progressif. Et je pense que pour l'instant, ça explique ces 3 niveaux dont je parle, ça explique la très grande variété dans les études, au moins dans tout ce qui est soit provocation. Il y a eu 4 études de provocation qui ont montré des choses au moins une contre 3, des choses différentes. Et puis les études épidémiologiques en population, où seule une étude où il y a eu des très forts niveaux ont mis en évidence quelque chose. Les autres disent qu'en population, on ne mesure rien. Pour les hypersensibles. Hein. Il n'y a pas de relation entre la dose et les faits. Donc, si vous voulez, on est encore dans un domaine qui est vraiment du domaine du travail, quoi. Je ne peux pas vous donner de réponse maintenant. Simplement, il faut effectivement donner tous les moyens pour essayer au moins de soigner les symptômes. Alors, j'ai 3 demandes de questions ensuite. Une courte intervention du monsieur qui voulait répondre sur ce point-là. Et puis après, je fais au plus vite, mais essayez de bien cerner vos questions. Martin Ours, vous avez dit tout à l'heure le piège des biais et des biais sur les hypothèses. Quand on a un lien, on peut se tromper dans la causalité. Bon, c'est quoi le stress? Le stress, c'est parce que j'ai du lait sur le feu et qu'il faut que j'aille fermer le gaz. Mais il y a le stress cellulaire aussi. Et il est démontré que sur la tomate, il y a un stress cellulaire causé par l'irradiation. Donc le stress, il marche dans l'autre sens. Si vous êtes intoxiqué par une hypothèse que c'est le stress qui provoque les syndromes et pas les ondes, vous n'allez pas pouvoir interpréter toutes les hypothèses possibles. Je pense qu'il faut qu'on discute de nos a priori qui nous font ne pas regarder certaines hypothèses qui pourtant sont intéressantes. Je pense que vous ne me comprenez pas. Je dis qu'il y a une partie des personnes qui
par anxiété, ont peut-être des symptômes, mais j'ouvre la porte au reste. Je suis tout à fait dans une démarche dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a d'une part des gens qui peuvent avoir du stress psychologique et traduire du coup... Mais on le sait que le stress va entraîner plein de perturbations cellulaires. On sait, il y a beaucoup de collègues qui travaillent en immunologie sur cette notion de stress avec des perturbations immunologiques importantes, etc. Et donc qui vont se traduire forcément un jour ou l'autre par quelque chose. Je suis tout à fait d'accord. Et puis il y a de l'autre côté, effectivement, peut-être une action à long terme sur la cellule, mais ça, on n'en a encore que dans les hypothèses. Peut-être juste apporter un complément. Bonjour, Monsieur Gaillet, je vais poser une question assez courte. Donc une première question à Martine Ours. Donc quand est-ce que raisonnablement nous pourrons avoir, quand est-ce que l'étude Interphone devrait paraître, si vous aviez une fourchette, même à 6 mois, ça intéresse tout le monde. Et puis aussi, je pense que les effets, ils sont démontrés sur certains patients, ils sont démontrés sur des plants de tomates ou autres. J'avais assisté à une conférence à la DOA où on nous avait expliqué que justement les plantes réagissaient. Donc à partir du moment où il y a une réaction, vous nous avez montré un schéma où il y a des zones du cerveau qui sont plus ou moins affectées, pourquoi est-ce que vous, en tant que scientifique, en attendant d'avoir des résultats pour lesquels finalement vous ne savez pas quand est-ce que vous pourrez informer la population, pourquoi est-ce que vous dites il n'y a pas plus de chercheurs au-delà de vous, plus de chercheurs qui s'engagent pour le principe de précaution? On entend très peu de personnes, visiblement les institutions entre guillemets officielles de ce qu'on entend sont plutôt, à mon avis, bien trop neutres, étant donné qu'il y a des effets. Ces effets peuvent être nocifs, personne ne le sait, mais il y a une probabilité que ça soit nocif. Pourquoi est-ce que vous, en tant que scientifique, si vous ne savez pas, vous vous engagez pas pour défendre ce principe de précaution qui a été introduit dans la Constitution? Ça, il me semble que c'est vraiment un gros problème. Voilà, je vous remercie. Merci. Moi, je peux répondre pour cette notion de principe de précaution. Effectivement, et c'est pas nouveau, déjà en 1999 ou 2000, il y avait eu une proposition d'un certain Tamino à la communauté européenne d'adopter des niveaux nettement plus faibles. Mais ces niveaux sont tellement faibles qu'en l'état, ça interdirait l'utilisation de la plupart des dispositifs électromagnétiques. Donc là, c'est difficile d'avoir le beurre et l'argent du beurre, si vous voulez. Donc, il y a des villes entières qui fonctionnent à 0,6 volts par mètre. Mais moi, je suis en train de... Oui, d'accord. Mais encore une fois, cette notion de chiffres... Alors bien sûr, qu'est-ce que vous croyez que les gens font au niveau des dispositifs en tant que tels? Eh bien, malgré tout, même si la communication n'est pas forcenée là-dessus, ils essayent de travailler sur des systèmes plus performants. Plus performants, ça veut dire qu'ils fonctionnent avec un minimum de champs. Donc on va dans le sens d'une réduction des champs. Je parlais de l'exemple des plaques induction, qui fait partie des, si je puis dire, des vilains petits canards. Quand on regarde les revues, en particulier de retraités, il y a beaucoup d'articles sur les plaques induction qui sont mal perçus. Les constructeurs ont travaillé dans le sens à réduire les champs rayonnés. Donc il y a quand même une volonté, une nécessité de diminuer ces champs. Maintenant, encore une fois, si on avait répondu à l'époque, par exemple en 1999, à ces exigences décalées par rapport à une certaine réalité, eh bien on arrêtait de fonctionner, on arrêtait de monter dans un train, etc. C'est la problématique qu'on est confronté actuellement. C'est êtes-vous prêts, tous autour dans cette salle, à abandonner les moyens modernes avec lesquels vous vivez communément? Comme ça, instantanément. La réponse sera certainement non. Maintenant, vous êtes habitué à prendre un train à 300 km/h. Si on vous dit demain, mais pour des raisons pratiques, on va être obligé de diminuer les niveaux des lignes, etc., et puis votre train ne roulera plus qu'à 100 km/h. Voilà. De laisser des zones blanches pour qu'ils puissent vivre quelque part. Alors, je crois que... Oui, pardon. Alors, s'il vous plaît, juste pour qu'on puisse rester dans un échange et non pas des successions de monologues, il faut que chacun respecte la parole de l'autre. Et donc voilà, il faut prendre le temps que j'arrive avec mon petit micro, vous inquiétez pas, je vous vois tous, dès que vous levez la main, vous êtes repérés sur ma liste, donc ne vous inquiétez pas. Je vous remercie.
micro s'y arrive, répondre quand même à la question de monsieur. D'une part, en tant que scientifique, on essaye de faire la part des choses. Pour l'instant, il n'y a pas de consensus, malgré tout, même si ce que vous dites, il y a certains scientifiques qui pensent qu'il y a un des effets. On est malgré tout dans des risques faibles, d'une part, pour l'instant, dans ce qui est démontré. Risque faible, ça veut dire risque relatif pour nous. Hein. J'ai 1,5 fois plus de chances de faire quelque chose que... C'est très faible pour nous, épidémiologistes, par rapport à un risque de tabac qui est 10 fois plus de chances de faire un cancer du tabac quand je fume, etc. Donc il y a aussi une hiérarchisation des priorités au niveau du ministère de la Santé, au niveau des scientifiques. Il se trouve que pour l'instant, les scientifiques estiment qu'il y a sans doute, il y a peut-être bien un risque, moi je suis prête à le dire, mais on n'est pas dans une certitude telle qu'on puisse imposer de façon générale des normes. Ça, c'est au gouvernement de décider. Moi, je ne sais pas si on est déjà. Par contre, si vous écoutez mon discours quand j'interviens dans des émissions, etc., je dis, pour qu'il y ait risque, il faut qu'il y ait exposition. Et l'exposition principale, c'est notre propre exposition. Donc, maîtrisons. On ne peut pas tellement maîtriser celle qui est générale, mais on a vu que ce n'était pas celle qui était la plus importante, malgré tout. Je suis désolée, à part certaines situations chaudes d'antennes trop proches, effectivement, la plupart du temps, c'est quand même notre téléphone. Ça sera notre Wi-Fi si on met notre borne sur notre bureau, etc. Donc, maîtrisons notre exposition. Et ça, c'est du principe de précaution. Si je m'expose le moins possible, eh bien, j'aurai le moins de risques possible. Et ça, je le dis sur les ondes, je le dis ici. Apprenons à maîtriser notre exposition. Les organismes officiels sont sur la même longueur d'onde. Le ministère de la Santé, par exemple, a dit que ce n'était pas utile de confier un téléphone mobile à un enfant parce qu'on ne savait pas encore quel était le risque pour l'enfant. Est-ce qu'il a un risque plus important que l'adulte ou pas? Et la Fondation Santé Radiofréquence, dont je suis la présidente du conseil scientifique, avait tenu, avant même le ministère de la Santé, exactement le même communiqué en disant « Ne donnons pas des téléphones mobiles à nos enfants quand ce n'est pas utile de leur en donner. Apprenons à utiliser nos équipements. » On est simplement dans la logique, je dirais la logique à faire en sorte dont on maîtrise notre exposition et puis, dès qu'on a des connaissances qui évoluent, eh ben, on met des normes. Voilà. Je pense qu'on est dans un processus complètement normal, mais qui est sous le feu des médias et qui, du coup, prend plus d'importance. Mais c'est un processus habituel en santé publique. Bon. Ah, je n'ai pas répondu sur interphone. Je peux répondre avant? Eh ben, comme je vous le disais, c'est une étude internationale, donc comme toute étude, comme pour le GIEC, le climat, avant que les scientifiques sortent un rapport, il faut quand même un certain nombre d'allers-retours entre eux pour arriver à rédiger quelque chose. Donc il nous a fallu un certain temps pour regarder tous les résultats, analyser, faire les études, et j'ai bon espoir que d'ici la fin de l'année, je dirais qu'on n'a jamais été aussi proche d'une publication. J'en suis aujourd'hui, je pense, convaincue qu'elle va arriver d'ici la fin de l'année. En tant que telle, elle a démarré quand, l'étude Interphone? Ça fait longtemps déjà. L'étude de faisabilité en 1999, début du recueil des données en 2001, fin 2004, et 2004-2005, 2009, c'est normal. Hein, tout à fait. On analyse des données. Hein. Si, il y avait des portables. Alors bonjour à tous, c'est la première fois que j'interviens sur ce sujet. Voilà, ça fait 2 ans que je souffre parce que je suis exposée. Donc d'un côté, j'ai des antennes, de l'autre côté, j'ai des voies de chemin de fer avec, il n'y a pas si longtemps que ça, la gare de maintenance des TGV. Donc mon état de santé s'est dégradé quotidiennement. Je ne vais pas vous donner les symptômes que je ressens même à l'heure actuelle, parce que ça ne servirait à rien. Simplement, je voudrais témoigner de qui j'étais. J'étais une personne active, j'étais une chef d'entreprise, j'avais 35 personnes, et aujourd'hui, je n'arrive plus à rien, je n'arrive pas à gérer mon quotidien. Je cherche des réponses, évidemment, que vous cherchez aussi peut-être. Moi, des réponses, elles sont très simples. Est-ce que chez moi, tel ou tel appareil électrique me cause des perturbations? Je me rends compte que lorsque je circule dans la rue maintenant, à proximité des fils électriques, c'est très difficile pour moi. Concrètement, le pire des symptômes, c'est ces bruits qu'on a dans la tête constamment, ces sons constamment, ces insomnies, oui, des acouphènes, monsieur,
mais j'ai consulté un ORL, j'ai consulté des médecins. Voilà, donc ce sont des questions toutes simples, c'est-à-dire, bon, est-ce que je ne dois plus écouter la radio, regarder la télévision, je ne peux plus travailler sur mon ordinateur, moi qui avais l'habitude, aussi bien oralement que par l'écrit, d'intervenir. Ça m'est très très difficile, je fais des fautes d'orthographe, etc., etc. Donc simplement, je voulais simplement témoigner du fait que, bien entendu, je suis allée consulter des médecins, mon médecin généraliste, qui me regarde des grands yeux écarquillés, évidemment, qui, bien entendu, pense que je suis en dépression, me bourre de magnésium, me bourre, bien sûr, d'antidépresseurs. Voyez, là, j'ai de la difficulté à parler, je ne simule pas non plus. Il faut vous dire que depuis que je suis rentrée dans cette pièce, malgré la faiblesse des bornes Wi-Fi, eh bien, moi, je suis gênée par des choses dont je ne sais pas d'où elles proviennent. Et voilà, mon quotidien est complètement ébranlé. J'ai essayé d'avoir des réponses auprès de la ville de Lyon, j'ai essayé d'avoir des réponses auprès de l'écologie urbaine de la ville de Lyon. Je n'ai pas de réponse. Simplement, on m'a conseillé d'aller consulter un service de neuropsychiatrie. C'est très difficile quand on vit ça au quotidien. C'est très, très difficile. Et malheureusement, les médecins généralistes n'ont pas, peut-être pour l'instant encore, des moyens de diagnostiquer dans leur clientèle des personnes qui peuvent avoir les mêmes problèmes que moi. Moi, simplement, je souhaiterais, moi, faire partie aussi de ces gens qui sont testés, parce que peut-être on pourra répondre à mes questions. Dois-je aller m'isoler dans les bois, comme on a vu dans certains reportages? Dois-je tendre mes murs avec des couvertures de survie, me mettre effectivement du papier d'alu sur la tête, ce que j'ai pu faire aussi quand j'ai trop mal dans les orbites, quand j'ai trop mal dans la tête? Voilà, moi, c'est des questions concrètes que je pose et auxquelles j'aimerais avoir des réponses concrètes plutôt que effectivement des mesures, des tas de choses comme ça qui pour nous ne nous parlent pas. Je suis désolée, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas médecin. Moi, mon quotidien est complètement foutu. Je ne sais pas où je vais, mais ce que je ne veux pas, c'est attendre qu'une pathologie plus grave, avoir une pathologie plus grave et qu'à ce moment-là, peut-être dans quelques temps, eh bien, effectivement, on comprenne que c'était peut-être dû à mon exposition quotidienne, parce que quand vous disiez qu'il faut ne pas s'exposer, malheureusement, je suis sans emploi, donc je suis quotidiennement exposée. Effectivement, de temps en temps, je peux partir un peu à la campagne, où je vais beaucoup mieux, mais dès que je reviens, les choses redeviennent telles qu'elles sont. Et à l'heure actuelle, je ne sais pas à qui m'adresser, des gens sérieux, des scientifiques, qui pourraient effectivement me tester, faire des vérifications, pour que je puisse enfin me dire que je ne suis pas complètement folle, comme on veut le prétendre la plupart du temps quand je parle de mon problème. Voilà, je vous remercie. Merci Madame pour ce témoignage poignant. Alors, il nous reste 3 minutes. Vous voulez quoi? Non, parce que j'ai une dame avant vous, donc je veux bien... Oui, mais je ne vous ai pas oublié, mais il y a un ordre, je suis obligé de le respecter. Raphaël, tu veux nous dire quelque chose? Ah, d'accord. Donc, alors là, c'est qu'on est mis dehors, c'est ça. Alors, juste une très courte intervention de la dame et puis un mot de conclusion de nos conférenciers. Oui, bonjour. Donc, je suis Sandrine Whitman, la personne qui a fait l'article dans Le Progrès, ou que Martin Ours a un petit peu attaqué. Alors, je tiens, première chose, à préciser que je ne représente absolument pas le Centre Léon Bérard. J'interviens à titre scientifique personnel, que je n'ai malheureusement pas la chance de pouvoir développer des études là-dessus. Et que je me suis intéressée simplement au début par des problèmes d'imposition d'antennes relais trop proches d'écoles d'enfants. Et que grâce à mes compétences de scientifique, j'ai eu accès à toute la bibliographie que j'ai pu éplucher, pas en 10 ans, mais en un certain nombre de mois. Et je me suis fait mon avis personnel, et c'est vrai qu'il y a des avis très partagés, mais simplement, en termes de scientifique, du moment qu'il y a des preuves sur certains articles, dont la méthodologie
est incontestable, avec des résultats qui semblent alerter sur certains points. Oui, il y a un stress cellulaire. Oui, il y a des effets génotoxiques, pas au sens échauffement, mais par d'autres mécanismes qu'on commence à appréhender. Je m'interroge vraiment, et c'est pour ça que je suis partie un petit peu en campagne, en me disant, mais pourquoi est-ce qu'on n'applique pas plus sérieusement le principe de précaution ? Et même s'il y a on ne saura jamais le fin mot de l'histoire, parce que c'est multifactoriel. Et quand on compare, tout et n'importe quoi sont dit, et notamment, on compare avec les émissions télé. Mais à l'heure actuelle, un enfant qui naît, déjà in utero, il est empoisonné par des pesticides, par un tas de molécules chimiques. Il est soumis aux radiations des portables et des antennes Wi-Fi qui sont autour de lui. Et donc, du coup, ma question, c'est, est-ce que vous ne pensez pas que, comme pour l'autisme, où ça a été prouvé, les champs électromagnétiques peuvent être déclencheurs chez l'enfant ? Parce que ça, c'est quelque chose qu'on ne tient absolument pas compte. Et vous disiez que dans le progrès, je parlais de tumeurs du cerveau. Comme vous l'avez expliqué, l'énergie est absorbée avant et on observe plutôt des augmentations des glandes salivaires. Je pense que on cherche à démontrer ce qui est indémontrable. La tumeur du cerveau n'est pas la bonne cible, mais il y a tellement d'autres pathologies comme l'hypersensibilité, les maladies neurodégénératives, les leucémies chez l'enfant. Et avec des méthodologies beaucoup plus simples, avec des bonnes questions, je pense qu'on aura des preuves beaucoup plus rapidement, mais qu'il ne faut pas attendre d'avoir toutes les preuves parce qu'on ne les aura jamais. C'est trop multifactoriel. Voilà. Merci. Alors, je vais laisser... on peut... Je suis désolé, j'aime pas bien finir comme ça, mais on a un impératif. En tous les cas, merci à nos conférenciers. Merci à vous, public, d'avoir presque tout respecté les consignes. À bientôt, parce qu'il y aura sans doute d'autres conférences débats, et peut-être sur le même sujet, parce qu'il y a des sujets qui reviennent. Merci à vous. Au revoir. Et pensez à me déposer les études que je vais faire circuler, s'il vous plaît. Merci.